Voilà près d'une semaine que Romain Barré a disparu. L'homme de 38 ans n'a plus donné signe de vie depuis mardi soir. Ses proches se mobilisent aux côtés de la police pour tenter de le retrouver. Ils ont perdu sa piste ici, entre la place Viarme et la Tour Bretagne, c'était mardi soir. Depuis, les amis de Romain Barré multiplient les avis de recherche, des centaines d'affiches dans toute l'agglomération nantaise, mais aussi sur les réseaux sociaux. 60 000 partages en quelques jours dans toute la France. D'un point de vue local, je crois qu'il y avait 300 ou 400 partages. La police a ses moyens. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule disparition. Je pense qu'il y a aussi des grosses affaires. On ne connaît pas l'importance de l'affaire de Romain au sein de la police. Donc c'est vrai que quelque part, on est un petit peu démunis. Même si on est en relation avec eux, enfin je suis en relation permanente avec eux. Ça a porté ses fruits par rapport aux réseaux sociaux parce qu'une personne a retrouvé la voiture. La voiture de Romain retrouvée en effet ce week-end à Bouguenais dans cette zone de la route de Pornic. Les proches ont donc fait avancer l'enquête grâce aux réseaux sociaux, mais leur travail s'arrête là. Au-delà de ce cas particulier, c'est la règle appliquée dans ce type d'affaires. On est sur la diffusion de signalements, diffusion de photographies, mais en tout cas nous ne communiquons pas avec la famille lorsque nous avons un suspect, le nom du suspect. On ne cherche pas de relais. Attention, je parle d'informations vis-à-vis de la famille et des proches, mais le secret de l'enquête est là. Les appels à témoins restent donc d'actualité plus que jamais pour aider les enquêteurs et tenter de retrouver Romain le plus vite possible. L'accueil périscolaire et la restauration seront perturbés demain mardi dans une quinzaine d'écoles de Saint-Nazaire. Un appel à la grève a été lancé par certaines organisations syndicales. Pour plus de détails, la liste des établissements concernés est disponible sur le site internet de la ville de Saint-Nazaire. De nombreux outils numériques facilitent la vie des malvoyants. Encore faut-il les connaître et savoir les utiliser. C'est l'objectif de l'association CLISA. Je tape sur l'ordinateur et elle lit en braille. Christine est sourde et malvoyante. Grâce à l'ordinateur, elle peut à nouveau communiquer avec n'importe qui. Cet après-midi-là, elle discute de son prochain week-end avec Claire. Impensable il y a quelques années. Avant, on lui écrivait dans la main. On lui écrivait, par exemple, je lui écrivais mon prénom dans la main, comme ça. Dans cette salle, à Nantes, les bénévoles de l'association CLISA exposent aux personnes aveugles tous les outils numériques qu'ils peuvent utiliser pour se simplifier la vie. C'est pas parce qu'on perd la vue que tout est foutu. On est là pour cela, pour essayer de leur remettre le pied à l'étrier. Surtout, il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une solitude dont ils ne sortiraient plus. Par exemple, Presse Océan. Je clique sur Presse Océan. Son téléphone, Emmanuel ne le regarde pas, il l'écoute. C'est ainsi qu'il lit les informations du journal. Ça fait 5 ans que je suis non-voyant. Je connais peu ou presque pas le braille. Avec l'ordinateur, mon iPhone et mon imprimante, je communique avec tout le monde normalement, quoi. Grâce au logiciel de synthèse vocale, aux imprimantes, le handicap visuel se vit de mieux en mieux. Reste à maîtriser ces outils. Tous les jeudis après-midi, les bénévoles de l'association sont là pour aider ceux qui le souhaitent. Le HBC Nantes n'a pas fait de détails samedi pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Emmenés par un Arnaud Siffer stratosphérique, les Violets l'ont largement emporté 33-19 face à Besiktas. Prochain rendez-vous dimanche prochain 16h face à Braga. Le Théâtre Gralin vous emmène aux sources de l'opéra comique avec sa nouvelle création, La Guerre des théâtres, ou comment la comédie française et l'opéra ont livré une véritable guerre au théâtre de Tréteau, au cœur du XVIIIe siècle. Des comédiens qui n'ont plus le droit de jouer, des chanteurs qui n'ont plus le droit de chanter, c'est la guerre des théâtres. Au XVIIIe siècle, Louis XIV décide une politique de monopole culturel. Seule la comédie française a le droit de présenter des pièces et seul l'opéra peut présenter des spectacles avec de la musique, de la danse et du chant. Le théâtre de foire, plus populaire, continue malgré les interdictions. Angénante Opéra présente La Guerre des théâtres, une pièce qui nous conte l'histoire de la matrone d'Éphèse, une pièce de 1714, racontée et ponctuée en tenant compte des contraintes successives dictées par l'opéra et la comédie française. Comme la comédie française avait interdit le dialogue, l'histoire va continuer en monologue. Comme ensuite elle a réussi à interdire les monologues, l'histoire va continuer en pantomime. Comme elle a interdit les acteurs, on arrive à un passage qui sera raconté en marionnette. Et comme les acteurs de la foire réussissent à payer une redevance à l'opéra et avoir le droit à quelques chanteurs,
eh bien ça va se terminer en opéra comique, c'est-à-dire en parler, chanter avec des airs très populaires. On a dit un seul acteur sur scène. Oui, alors, cher camarade, si nous n'avons droit qu'à un seul acteur, prenons le mec. C'est la première fois qu'on verra ce que c'était la naissance de l'opéra comique. C'est la première fois que l'on comprendra que le théâtre de la foire, ça ne veut pas dire du théâtre de rue. Au contraire, c'était très riche avec de très beaux décors. Le roi venait, tout le monde venait. Et puis, clou du spectacle, les spectateurs vont être amenés à chanter eux-mêmes, puisque la foire a inventé le karaoké. Les représentations de cette gare des théâtres auront lieu à Graslin du 30 septembre au 7 octobre. C'est une tradition depuis 20 ans, le premier week-end d'octobre, c'est la fête du quai Léon Séché à Rezé. Au programme, concerts et belle plaisance sur la Sèvre nantaise. En fait, découvrir un peu la culture de la guinguette. Ça fait une ambiance assez cosy. Voilà, c'est assez restreint, même s'il y a un peu de monde là, on est en début d'après-midi, c'est encore assez calme, mais voilà, on a l'impression d'être faire partie du quartier, quoi. C'est un côté un petit peu années 20, années 30. C'est la simplicité en fait, ce qui fait du bien aux gens aussi. Les gens sont gentils les uns avec les autres, on partage la table et voilà, c'est sympa. Je suis déjà du quartier, donc je viens chaque année voir la fête parce que c'est très sympa. C'est tout à fait une fête de quartier, donc c'est la simplicité, les gens flânent, se décontractent. Durant 2 jours, Nantes accueille le colloque Human Cima Risk. Il y sera question de l'économie maritime et surtout des risques qu'elle engendre, une thématique qui trouve des exemples dans notre département. Pour l'instant, on est dans des projets dont l'espace géographique a été défini après des études d'impact. Il y a eu des marchés publics qui ont été lancés et les opérateurs ont été choisis. Donc aujourd'hui, on est en phase préparatoire d'installation, même si il reste encore un certain nombre de difficultés à surmonter. On essaye d'avancer la production d'énergie marine renouvelable, aussi bien le banc de Guérande ou de Saint-Nazaire que le banc de Noirmoutier, qui devrait être en place d'ici quelques 2 ans, pour un peu rattraper notre retard de transition énergétique sur les Danois, les Allemands et les Écossais, qui ont 10 ans d'avance en matière d'énergie marine renouvelable. L'avantage, si je puis dire, c'est qu'à Nantes et dans son environnement, on rassemble à peu près toutes les technologies, également la recherche qui s'applique à ces développements-là. Une éolienne pilote a été installée en Sud-Loire, sur les terrains du port, et elle expérimente, cette éolienne, ses capacités en termes d'environnement, de résistance aux différents vents. Et c'est bien ce modèle-là qui sera implanté dans les champs d'éoliennes au large de nos côtes. Aujourd'hui, les risques, c'est d'abord d'occuper l'espace marin et donc éventuellement de ne pas permettre l'activité de pêche sur les espaces pris par les champs d'éoliens.
Si on n'espace suffisamment les poteaux, on peut peut-être envisager de la pêche à l'intérieur du champ d'éolien, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Donc ces nouvelles activités prennent d'abord des espaces de pêche. Par contre, pour la ressource, l'effet peut être bénéfique. Cela constitue des récifs artificiels qui peuvent permettre la protection et le renouvellement de la ressource qui sera pêchée un peu plus loin. Alors les éoliens fixes doivent être ancrés dans le domaine public maritime, dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, ces éoliennes sont assez proches de la côte, donc visibles, ce qui pose le problème des propriétaires de maisons, de résidences secondaires, etc. C'est des changements, des évolutions qu'un certain nombre de gens ne supportent que difficilement. Quand on passera à l'éolien flottant, les parcs éoliens flottants pourront être mis un peu plus au large du littoral et ces questions seront réglées. Sinon les risques, c'est les risques habituels de l'activité maritime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un navire est à la dérive, n'a plus de propulsion, subit un incendie, etc., et qu'il va à la côte, il peut échouer sur une plage, il peut se casser sur des rochers, ou il peut éventuellement un jour arriver dans un champ d'éolien. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est de dédier à l'industrie, en bord à quai, des terrains maritimes qui sont précieux. Et pourquoi avons-nous cette exigence d'implantation? Parce que les produits fabriqués pour l'éolien offshore sont très lourds. Ce sont des pièces qui, nacelles et génératrices électriques incluses, pèsent jusqu'à 400 tonnes. Donc il n'est pas question de véhiculer ces produits par voie terrestre, en tout cas le moins possible. Ça fait partie de la croissance bleue de la Loire-Atlantique et de manière générale. On peut espérer que dans quelques temps, toutes les îles seront autonomes sur le plan énergétique. Les îles vendéennes, l'île Dieu, les îles du Ponant, mais également tous les territoires d'outre-mer français pourraient fonctionner en autonomie énergétique entre l'énergie houlomotrice, l'hydrolien, l'éolien et éventuellement également la géothermie. Ça changerait considérablement le coût des produits et le coût de la vie sur un certain nombre de territoires qui aujourd'hui sont isolés, mais qui sont des territoires marins. Ensuite, c'est de l'énergie propre, raccordée au réseau, qui peut prendre une certaine importance, en tout cas faciliter considérablement une transition énergétique.